Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des classifications des vascularites. Je suis Xavier Péchal, je travaille au Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares de l'hôpital Cochin à Paris. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Les vascularites se définissent par une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins, artériels, capillaires et veineux, conduisant à une altération de la paroi vasculaire. Ça peut être une sténose, ça peut être une occlusion de la lumière vasculaire par une thrombose ou une prolifération intimale. Les vascularites systémiques correspondent à un groupe très hétérogène d'affections. Leur présentation dépend de la taille et de la distribution des vaisseaux atteints. La définition et la classification d'une vascularite va donc avoir des conséquences pronostiques et thérapeutiques. Voici les noms qui ont été donnés aux vascularites depuis la description du purpurin rhumatoïde jusqu'à celle de la maladie de Kawasaki. Nous allons revenir dessus ultérieurement. La plupart des classifications des vascularites sont anatomocliniques et prennent en compte des critères cliniques, mais aussi des critères histologiques, faisant intervenir la taille des vaisseaux atteints, on va revenir dessus, et le type d'atteinte vasculaire. Quelle est la nature de l'infiltrant inflammatoire? Y a-t-il une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire? Y a-t-il du granulome? Voilà par exemple une vascularite nécrosante de type périartérite noueuse, et vous voyez une thrombose luminale, une inflammation et également une nécrose fibrinoïde de la média. Les critères de l'American College of Rheumatology sont cliniques, biologiques et histologiques. Il faut bien comprendre qu'ils ont été établis pour différencier certaines vascularites entre elles, chez des patients qui avaient une vascularite documentée histologiquement. Ces critères ont permis de créer des groupes homogènes de patients et ont été très utiles pour les études épidémiologiques ou thérapeutiques. Mais ce ne sont pas des critères qui permettent de définir une vascularite ou sa cause, et encore moins des critères diagnostiques. Par exemple, les critères de périartérite noueuse, pour qu'un patient puisse être considéré comme ayant une périartérite noueuse en présence d'une vascularite, il faut que 3 critères soient remplis parmi les 10 critères. Ensuite est arrivée la nomenclature de Chapel-Hill, qui est en fait un système de nomenclature fait pour désigner de façon consensuelle les vascularites avec l'établissement d'une définition pour chacune de ces vascularites. La répartition a été faite en fonction de la taille préférentielle des vaisseaux atteints, vaisseaux de gros calibre pour les artérites à cellules géantes et la maladie de Takayasu, moyen calibre pour la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki, et petit calibre pour l'ensemble des autres. Cette nomenclature prenait en compte les mécanismes physiopathologiques et notamment les ANCA, et a eu une importance notamment pour différencier la polyangite microscopique de la périartérite noueuse. Mais là encore, ce ne sont pas des critères de classification et encore moins des critères diagnostiques. Voilà les critères basés sur la taille des vaisseaux prédominants atteints de façon prédominante. Et cette nomenclature a été révisée en 2012 avec élimination des éponymes, tentative de meilleure définition possible pour chacune des vascularites et prise en compte des mécanismes physiopathologiques. Ça a permis aussi d'intégrer de nouvelles catégories de vascularites pour avoir une classification qui soit plus exhaustive. Mais là encore, ce ne sont pas des critères de classification et encore moins des critères diagnostiques, et c'est parfaitement rappelé dans l'article lui-même. Cette nomenclature de Chapel-Hill a permis de transformer le purpurin rhumatoïde en vascularite à IgA, la PN microscopique en polyangite microscopique, l'artérite de Horton en artérite gigantocellulaire, et la granulomatose de Wegener est venue s'appeler granulomatose avec polyangite, tandis que l'angite de Churg-Strauss s'appelle maintenant la granulomatose éosinophilique avec polyangite. La maladie de Kawasaki n'a pas changé de nom. La taille des vaisseaux préférentiels était définie de la façon suivante. Les vaisseaux de gros calibre sont définis comme étant l'aorte et ses branches principales. Les vaisseaux de moyen calibre sont définis comme étant les principales artères viscérales ainsi que leurs branches de division initiale et leurs veines, tandis que les vaisseaux de petit calibre étaient définis comme les petites artères intraparenchymateuses
les artérioles, les capillaires et les vénules. Et des artères de moyen calibre et des veines pouvaient également être intéressées dans cette catégorie. Voici ce que ça donne en fonction de la taille des vaisseaux préférentiellement atteints, avec les vascularites de gros vaisseaux, de moyens vaisseaux et de petits vaisseaux. Les vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux peuvent être différenciées en celles qui s'accompagnent de dépôts de complexes humains. C'est le cas des vascularites des cryoglobulinémies, de la vascularite à IgA, de la vascularite urticarienne hypocomplémentémie ou en anti-C1Q, ex-McDuffie, ou de la vascularite à antimembrane basale glomérulaire, ex-Goodpasture. Et d'un autre côté, quand il n'y a pas ou quand il y a peu de dépôts de complexes humains, habituellement elles sont associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires, que ce soit la granulomatose avec polyangite, la granulomatose éosinophilique avec polyangite ou la polyangite microscopique. Voici par exemple des encas de fluorescence cytoplasmique sur la plaque de gauche qui reconnaissent préférentiellement la protéinase 3 en ELISA. Ces anticorps sont très spécifiques de granulomatose avec polyangéite, puisqu'ils s'observent dans 85% des formes systémiques et également dans 60% des formes localisées. À droite, une fluorescence périnucléaire correspondant à des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires dirigés contre la myéloperoxydase, qui sont beaucoup moins spécifiques et assez peu spécifiques de polyangite microscopique ou de granulomatose éosinophilique avec polyangite, puisque vous voyez qu'elles s'observent dans 30 à 40% des granulomatoses éosinophiliques avec polyangite et dans 60% des polyangites microscopiques. Voilà ce que ça représente pour ce qui concerne l'atteinte des petits vaisseaux associés aux encas, avec à droite les vascularites, avec très souvent, dans l'immense majorité des cas, un asthme et une éosinophilie et parfois un granulome. C'est la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, ex-Church-Strauss. À gauche, les vascularites qui n'ont pas d'asthme ni de granulome, c'est la polyangite microscopique. Et au centre, la vascularite avec granulome, mais sans asthme, c'est la granulomatose avec polyangite. Un des avantages de la nomenclature de Tchapelle-Hill est qu'elle a différencié la périartérite noueuse de la polyangite microscopique. La périartérite noueuse touche préférentiellement les vaisseaux de moyen calibre. La présence d'encas élimine ce diagnostic. Et quand il y a une atteinte rénale, elle est d'origine vasculaire. Comme par exemple ici, où vous voyez des anévrismes rénaux de façon disséminée et des zones hypoxiques mal perfusées. Vous voyez ici des zones mal perfusées qui correspondent à des infarctus rénaux. Et là, vous voyez également un chapelet de microanévrismes, des sténoses irrégulières des vaisseaux avec une irrégularité de calibre qui sont très évocateurs de périartérite noueuse. Pareil au scanner, quand vous avez une hypodensité triangulaire à base externe, c'est très évocateur d'infarctus. Et donc, la polyangite microscopique a été définie comme touchant préférentiellement les petits vaisseaux et non plus les moyens vaisseaux, comme pouvant s'accompagner d'encas dans plus de 60% des cas. Quand il y a une atteinte rénale, elle n'est pas vasculaire, mais elle est glomérulaire. Et quand il y a une atteinte pulmonaire, il s'agit d'une capillarite pulmonaire touchant les petits vaisseaux et elle ne se voit jamais dans la périartérite noueuse. Voici par exemple une image de glomérulonéphrite extracapillaire. Et voici une hémorragie alvéolaire chez un patient ayant une polyangite microscopique. Si l'on revient à la nomenclature révisée de Tchapelle-Hill, donc d'un côté les gros vaisseaux prédominants, les moyens vaisseaux prédominants et les petits vaisseaux prédominants, mais l'avantage de cette classification, c'est qu'elle aussi permet de classifier des vascularites qui ont des vaisseaux sans prédominance, c'est-à-dire que soit leur taille est variable, pouvant toucher tantôt des petits vaisseaux, tantôt des moyens vaisseaux, tantôt des gros vaisseaux, ou le type de vaisseau atteint est variable, les artères, les veines et les capillaires. C'est par exemple le cas dans la maladie de Behçet qui peut avoir une atteinte artérielle mais aussi une atteinte veineuse, mais c'est également le cas du syndrome de Cogan. Les formes localisées de vascularite associées aux encas existent, par exemple dans la granulomatose avec polyangite. Dans le registre du groupe français d'études des vascularites, c'est à peu près 10% des granulomatoses avec polyangéite. Et on a pu montrer que 24% de ces patients avec une forme localisée évoluaient en moyenne en 21 mois vers une forme de maladie généralisée, de GPA systémique. Mais ça veut dire que
79% de ces formes localisées restent localisées. Il en va de même pour la granulomatose éosinophilique avec polyangite où des formes localisées existent. Les vascularites limitées à un seul organe ont une distribution unifocale ou multifocale, mais ce qui est important, c'est que c'est toujours du même organe. Elles peuvent aussi évoluer vers une forme systémique. Elles peuvent toucher différents organes, comme la peau, par exemple, dans les artérites cutanées, qui est l'ancienne périartérite nueuse cutanée limitée, ou l'angéite cutanée leucocytoclasique, qu'on appelait autrefois la vascularite d'hypersensibilité, même si le terme ne plaît pas à nos amis dermatologues. Elle peut toucher aussi les vascularites du système nerveux, que ce soit le système nerveux central ou périphérique. Elle peut toucher les organes génitaux externes, comme par exemple le testicule, ou elle peut toucher l'aorte de façon isolée, indépendamment d'une atteinte syphilitique ou d'une atteinte due aux IgG4, parce qu'il n'y a pas de critère de classification devant une aortite pour la rattacher, par exemple, à une maladie de Takayasu ou une artérite gigantocellulaire. Mais d'autres vascularites limitées à un organe existent également. Enfin, il existe les vascularites qui sont associées aux maladies systémiques. Autrefois, surtout la polyarthrite rhumatoïde, c'est devenu extrêmement rare, parfois le lupus, la sarcoïdose ou la polychondrite, mais d'autres maladies systémiques peuvent également s'accompagner de vascularites. Enfin, pour terminer, les vascularites dont l'étiologie est probablement identifiée, c'est le cas de la périartérite noueuse associée à l'hépatite B, mais c'est également le cas des vascularites cryoglobulinémiques de l'hépatite C, de l'aortite syphilitique, des vascularites médicamenteuses, qu'elles soient complexes ou mains ou s'accompagnant de la formation d'anticorps anticytoplasme des polynucléaires. C'est également le cas des vascularites associées au cancer, qu'il s'agisse d'hémopathie, de tumeurs solides, de lymphoprolifération ou de syndrome myélodysplasique. Et enfin, c'est le cas des vascularites associées aux maladies sériques. Je voudrais insister sur le rôle des ANCA, d'une part dans la présentation clinique et d'autre part dans leur rôle pronostique dans la classification de ces vascularites. Par exemple, si on prend la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, les ANCA permettent de définir deux phénotypes différents au diagnostic. Certes, presque tous les malades ont un asthme et une hyperéosinophilie, et assez souvent des infiltrats pulmonaires, mais les malades qui ont des ANCA en rouge ont beaucoup plus souvent de l'hémorragie alvéolaire, des neuropathies périphériques, une glomérulonéphrite ou du purpura qui sont médiés par l'atteinte vasculaire de cette maladie. A contrario, les patients qui n'ont pas d'ANCA en vert ont beaucoup plus souvent une atteinte cardiaque et vous savez que c'est ce qui grève le pronostic de cette vascularité. À côté de ce rôle dans la présentation clinique, ces ANCA ont aussi un rôle pronostic. Vous avez ici le suivi à 10 ans d'une série de 118 patients atteints de granulomatose éosinophilique avec polyangite, inclus dans l'essai CHUSPAN 1 du groupe français d'études des vascularites. Et à gauche, vous voyez que la survie sans maladie est bien inférieure chez les malades qui ont des ANCA. Les ANCA sont associés dans cette maladie-là à une augmentation de la probabilité du risque de rechute, comme le fait d'ailleurs d'avoir une éosinophilie inférieure à 3 par millimètre cube au diagnostic. Mais il en est de même dans la granulomatose avec polyangite. Ça, c'est la série française de granulomatose avec polyangite. Et vous voyez que dans la deuxième colonne, les patients qui ont une granulomatose avec des ANCA anti-MPO sont plus souvent de sexe féminin avec un âge moyen un petit peu supérieur, mais surtout les patients qui ont une granulomatose avec polyangite sans ANCA ont bien plus souvent une forme limitée de la maladie et bien moins souvent une forme rénale ou une atteinte du système nerveux périphérique. Les ANCA définissent aussi des phénotypes différents au diagnostic au cours de la granulomatose avec polyangite, mais ils ont également un rôle pronostic. Vous avez là la série de Chapel Hill qui montre à gauche la courbe de survie sans rechute des polyangiites microscopiques. Vous voyez que les patients qui ont des ANCA anti-PR3 ont une moins bonne survie sans rechute et rechutent beaucoup plus. C'est le cas dans la PAM à gauche et c'est également le cas dans la granulomatose avec polyangéite sur la plaque de droite. Ce qui fait que la prise en compte de la spécificité des ANCA est plus utile que l'analyse du phénotype seul pour établir un risque de rechute au cours de la vascularite et intervient dans cette classification. La même chose peut être dite pour la granulomatose avec polyangite et la polyangite microscopique à partir de l'étude qui a permis l'AMM du rituximab en induction dans cette maladie, où le rituximab était comparé
à un traitement d'induction par cyclophosphamide et azatioprine, et vous voyez que la probabilité de rester en rémission complète sans rechuter était bien moindre chez les patients qui avaient des encas anti-PR3, quel que soit le groupe de randomisation, par rapport à ceux qui avaient des encas de type anti-MPO. Donc les encas sont associés à un rôle pronostique et très fortement à une rechute. Ainsi, l'équipe de Chapel Hill recommandait d'utiliser le type des encas en association avec le phénotype de la maladie pour mieux catégoriser les patients au sein du spectre des vascularites avec les encas. Et même si le diagnostic phénotypique de granulomatose avec polyangite reste l'élément majeur de la classification de Chapel Hill, la spécificité des encas doit être prise en compte dans la classification pour la discussion thérapeutique. Et il faut par exemple dire qu'il s'agit d'une granulomatose avec polyangite qui s'accompagne d'encas anti-PR3. Enfin, l'apport de la génétique est absolument considérable. Les études génétiques à partir de cohortes britanniques très larges répliquées par des cohortes européennes ont montré sur la plaque de gauche, d'une part, qu'il y avait une très large interférence entre le diagnostic de GPA et de MPA pour ce qui est de la présence des encas. Et sur la plaque de droite, vous voyez qu'il existait une association entre les locus HLA qui était différente selon les vascularites en KPR3 sur la partie supérieure et en cas MPO sur la partie inférieure. Mais ce qui est important surtout, c'est que parmi les vascularites associées aux encas, l'association génétique la plus spécifique concernait non pas la forme clinique, mais les encas. Les maladies avec PR3 avaient une association génétique beaucoup plus forte que la granulomatose avec polyangéite, par exemple. Et puis, des maladies nouvelles ont été démembrées. Ça, c'est le démembrement du déficit en déaminase, adénosine déaminase 2 en 2014 avec 2 papiers du même numéro du New England Journal of Medicine. Il s'agit d'une forme de PN génétiquement déterminée qui a un large spectre de manifestations avec une mutation perte de fonction du gène de l'adénosine déaminase de type 2 qui définit une maladie autosomique récessive. La maladie apparaît pendant l'enfance avec des caractéristiques similaires à celles de la PAN classique, assez souvent, avec une variabilité considérable de phénotype et de gravité qui varie d'une PAN cutanée à une vasculopathie systémique. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la fréquence des accidents vasculaires cérébraux et l'efficacité des anti-TNF dans la prévention secondaire des AVC, ce qui fait que c'est un diagnostic qu'il ne faut pas rater. Vous avez par exemple les arbres généalogiques de ce premier article décrivant cette nouvelle maladie avec des PAN, des présentations cliniques de PAN systémique ou cutanée familiale à début juvénile. Et vous avez quelques exemples de manifestations ischémiques. Et également, vous voyez des vascularites avec de la nécrose fibrinoïde et également quelques malades qui avaient des anévrismes, comme dans une PAN tout à fait authentique. Et puis le deuxième article du New England qui est venu conforter l'existence de ce syndrome en montrant également des patients qui avaient des phénotypes assez comparables avec une fièvre intermittente volontiers, une vasculopathie et des AVC à début juvénile. Et puis enfin, la toute dernière nouveauté, cette fois-ci, les auteurs ne sont pas partis de syndromes comparables pour essayer de trouver des anomalies génétiques, mais ils ont fait l'hypothèse que des mutations dans la voie de l'ubiquitination pouvaient conduire à des maladies particulières, et ils sont tombés sur des mutations somatiques du gène de l'enzyme UBA1 qui intervient dans cette ubiquitination. Ils ont appelé ce syndrome le syndrome VEXAS parce qu'il y a des vacuoles dans les précurseurs myéloïdes au myélogramme avec des mutations de l'enzyme A1 qui est activatrice de l'ubiquitine. C'est un syndrome qui est lié à l'X et qui est responsable de syndromes auto-inflammatoires avec des mutations somatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas retrouvées chez les collatéraux, elles ne sont pas retrouvées dans le fibroblast, elles sont retrouvées uniquement dans les cellules myéloïdes. Et vous voyez qu'un certain nombre de ces patients remplissaient des critères de classification de la périartérite noueuse ou de l'artérite à cellules géantes. Voici par exemple le spectre de ces manifestations avec ces cellules myéloïdes qui montrent des vacuoles tout à fait caractéristiques, ces précurseurs des cellules myéloïdes. Vous voyez également de la vascularite, des vaisseaux de moyen calibre et souvent des chondrites chez ces patients.
Avant de terminer, je voudrais dire un mot pourquoi les critères de classification ne doivent pas être employés comme critères diagnostiques, parce que c'est une erreur qui est souvent faite. La sensibilité et la spécificité de critères, ça ne dépend pas de la prévalence ni de l'incidence de l'affection. Au contraire, la valeur prédictive, la valeur de ces critères va dépendre de la probabilité pré-test qui elle-même varie selon l'incidence de la maladie. Ce qui fait que dans le cas d'une maladie très rare, la probabilité pré-test est forcément très basse, de sorte qu'une sensibilité et une spécificité correcte vont s'accompagner d'un nombre considérable de faux positifs. Et c'est la raison pour laquelle le LAR et l'ACR ont arrêté d'endosser des critères diagnostiques. Alors, je vous donne un exemple très précis, très concret, qui est l'exemple des critères de CAPS. C'est une maladie dont la prévalence est de 3 par million. Certains critères ont une sensibilité de 81% et une spécificité de 94%, qui fait que le rapport de vraisemblance positif est de 13,5. Et la probabilité post-test d'un test positif, c'est le produit de l'incidence de la maladie et de ce rapport de vraisemblance positive. Et vous voyez que ça tombe là sur 1 sur 25 000. Ce qui veut dire que dans un contexte de très faible prévalence, chaque cas validant les critères va être contrebalancé par 25 000 patients qui vont répondre aux critères, mais qui n'auront pas la maladie et qui seront donc des faux positifs. Pour terminer, de nouveaux critères de classification des vascularites associés aux ANCA qui sont endossés par le LAR et l'ACR sont sous presse, et vous allez les voir arriver très prochainement. Mais en aucun cas, il ne s'agit de critères diagnostiques, vous avez compris pourquoi. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les classifications des vascularites, comme de toutes les maladies, c'est un processus évolutif qui doit tenir compte des progrès dans la physiopathologie. Et je crois que les apports génétiques l'ont parfaitement illustré. Ça, je vous remercie pour votre attention.